Qu'est-ce qui donne envie d'écrire? Est-ce la lecture qui donne envie d'écrire? Est-ce d'avoir lu quelque chose? Est-ce d'avoir appris à dessiner ces lettres un peu magiques qu'on découvre en maternelle, entre autres? Les petits ponts, les petits jets d'eau pour faire des lettres minuscules. Apprendre à écrire les lettres minuscules. Apprendre à écrire les lettres majuscules. Effectivement, c'est magique. La calligraphie aussi, on peut le dire. On apprend tous à apprendre sur un mode semblable d'écriture. Et on apprend aussi sur un mode presque semblable de lecture. Et cela influe aussi sur notre façon de penser, ne l'oublions pas. Quand on écrit, on nous apprend tous sur le même mode. Mais au fil des ans et avec les années, on déforme. On devient une personnalité. La personnalité modifie notre écriture. La personnalité modifie notre écriture, mais aussi l'écriture peut modifier notre personnalité. À un moment donné, par exemple, vous ne faites plus les points sur les i. Eh bien, vous pouvez rectifier votre personnalité en essayant de bien pointer le point sur le i. Ou vous voyez que les embages, les enjambages avec la ligne d'en dessous se croisent. Alors on essaye de rétrécir un peu pour pouvoir trouver de la marge de liberté et que chaque lettre prenne sa place. Effectivement, quand on lit, on a aussi des méthodes de lecture. On nous a appris aussi à lire avec ses patates, avec des syllabes, par exemple. Par exemple, pour moi, j'ai appris avec des syllabes, à lire des syllabes et à juxtaposer syllabe avec syllabe. Ce qui permettait, entre autres, quand il y a des mots nouveaux qu'on ne connaît pas, ou alors des mots qui n'existent pas, des néologismes, de pouvoir les définir. Et notamment pour les langues étrangères, avec la phonétique, de pouvoir se suffire à être autonome pour pouvoir lire des mots dans une langue étrangère, des mots MOTS. Il y a d'autres systèmes, bien entendu, donc de lecture. On peut lire aussi la phrase qu'on entend et on suit avec le doigt. Mais effectivement, à un moment donné, si on ne sait pas de quoi est fait un mot MOT, un mot nouveau ou un mot qu'on ne connaît pas du tout, on ne le déchiffrera pas parce qu'on ne nous l'a pas dit. N'oublions pas aussi que les contes de fées sont aussi redoutables dans notre tradition judéo-chrétienne et européenne. Donc, on nous apprend aussi des modèles référents. La sorcière, on sait qui c'est. Le prince charmant, on sait qui c'est. Mais la sorcière ne deviendra jamais un prince charmant. Et le prince charmant ne deviendra jamais un méchant homme. Et pourtant, dans la vie, comment ça se passe? Effectivement, vous me direz, on pourrait juger. Mais si on appréciait, on constatait des faits, on constatait des actions, une personne qui fait des bonnes actions toute sa vie, à un moment donné, si elle fait une mauvaise action, est-ce que cela fait d'elle une personne mauvaise? Ben, peut-être pas, elle a commis une erreur, et effectivement, il va falloir prendre en compte cela, le constater et être apprécié, et effectivement avoir une sentence, entre autres, par un tribunal ou un jury non professionnel. Et là, c'est important, c'est un jury non professionnel, c'est un jury humain. N'oubliez pas, même si les jurys sont formés en quelques jours de formation avant de passer donc l'épreuve du feu, entre guillemets. Voilà. Alors, qu'est-ce qui donne envie d'écrire? Qu'est-ce qui pousse un artiste à dire que son œuvre est finie? Quand est-ce qu'on dit « je pose le porte-plume » ou « je pose le stylo » ou « j'enlève mon doigt du clavier
et mon œuvre est finie. Ah ben peut-être, c'est quand dans sa tête, le livre a été écrit, maturé, joué entre guillemets, il est fini et on écrit « il était une fois » et on peut l'écrire. Mais quand celui-ci est écrit, il ne faut plus rien rajouter, ne plus essayer d'enlever ou de rajouter ou de transformer ou de modifier et cela sans arrêter. Laissez aussi le jet de l'improvisation, de l'inspiration. On reçoit, on transmet ce qui a été donné. Eh oui, c'est un peu comme ça que ça se passe un livre, c'est un peu mystérieux, c'est un peu de l'alchimie. L'alchimie, effectivement, c'est un bien grand mot, un mot-té, mais pourquoi pas? On transmute quelque chose en autre chose, avec les mêmes mots, un mot-té que nous avons appris, un même vocabulaire, nous faisons des phrases différentes, ou des sens différents, où on peut porter des symboles différents pour la compréhension à autrui. Une transmutation. C'est bien de l'alchimie. Qu'est-ce qui pousse un artiste à dire que son œuvre est finie? Voilà, effectivement, on peut le voir ainsi. Quelles contraintes et avec quelles énergies? Effectivement, il y a des contraintes de tous les jours. Il faut vivre, il faut faire de l'alimentaire avant de faire et de vivre une passion, je pense. Je pense que ça devient une grâce, un don, quand on peut avoir la chance de vivre d'un métier alimentaire, entre guillemets, et de s'adonner à une passion, et pourquoi pas un jour de les conjuguer. Par exemple, en patinage artistique, je vois, ou j'ai vu, déjà je fais référence à un gars américain qui, aux Jeux Olympiques, dans les années 80, a créé le premier saut quadruple. Eh ben voilà, comment il s'y est pris? C'est la première fois qu'un être humain fait un saut quadruple aux Jeux Olympiques. Il en a fait peut-être, ce gars américain, lors des répétitions, on le savait. On attendait qu'il allait le faire, il l'a fait. Mais il n'a pas fait n'importe comment. Il a mêlé deux techniques. Il a mêlé la technique du patinage artistique avec les katas du karaté. C'était un karatéka émérite. Et il a synchronisé les deux. Quand sortir du cercle et quand passer dans une spirale? Comment faire pour approcher quelque chose qu'on n'a jamais approché ou s'en sortir? Eh bien peut-être en créant et en se laissant porter. J'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.adspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .adspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.